Bonjour Joey, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Comment tu vas, toi, Gaël? Ben ça va, merci. Je suis vraiment contente de te recevoir dans ce balado pour parler de ta lumière, toi aussi, ta lumière sur tes cadeaux mal emballés. Hein, Mhm. donc parfois pour rappeler à nos auditeurs, on reçoit ou on vit certaines petites épreuves ou moyennes ou grandes ou des fois des petites choses comme ça qui nous font faire des prises de conscience, changer de voie, puis qui nous amène aussi vers des outils pour nous aider. Alors j'aimerais que tu m'en dises plus un petit peu, même si on se connaît un peu en termes de yoga puis d'accompagnement thérapeutique et tout ça aussi, que tu nous expliques un peu plus qu'est-ce qui est arrivé toi dans ta vie qui fait en sorte que tu as découvert ta lumière puis que tu rayonnes maintenant avec ces beaux outils-là. Ben, merci, super bonne question, Gaël. Moi, ça fait déjà super longtemps là, que je suis dans le développement personnel, mais pas si longtemps que ça, ben assez longtemps, mais que j'ai commencé à le faire pour aider les autres personnes. Au départ, moi, c'était à 19 ans, je lisais des livres de développement personnel, mais j'allais pas chercher nécessairement les outils qui pouvaient m'aider. Puis c'était autour de l'âge de 30 ans, 35 ans, quand je trouvais que l'alcool, c'était une problématique pour moi dans ma consommation. Puis il y avait un ami de Mhm. la famille qui a dit, écoute, si t'es intéressé à essayer de contrôler ça, je fais de l'hypnose. Puis là, on Ah ouais. s'est assis ensemble quelques fois, puis il m'a en fait voyager à l'intérieur de moi-même. Je connaissais pas ça du tout en thérapeutique. Puis avec deux, trois séances très simples, soudainement, j'arrivais à faire des choix un peu plus conscients, faire des choix un peu plus santé. Puis ça Mhm. m'a fasciné, l'hypnose, que j'ai commencé à étudier. Il m'a montré à quelle école qu'il avait étudié lui. Je me suis Mhm. inscrit dans un cours, deux cours, trois cours. J'ai trouvé une autre école. J'étais allé me former. Je suis devenu certifié. Puis là, ça fait aujourd'hui 13 ans que Ah j'accompagne les ouais. gens à l'hypnose. Puis j'ai continué à développer toutes sortes d'outils pour aider non seulement à contrôler ou à se débarrasser complètement des mauvaises habitudes, mais aussi la douleur Mhm. chronique puis l'anxiété. Donc c'est Oui, ben vraiment des c'est ça. choses qui m'habitaient, puis je le savais pas. Tu viens de parler de douleurs chroniques. Quand on s'est connus, bon, tu venais en yoga suivre mes cours et tu me parlais vraiment que ça te faisait du bien pour gérer aussi la douleur chronique. Comment s'est apparue cette histoire de douleur dans ta vie? À l'âge de 26 ans, j'ai eu un accident d'auto. Je suis Oh. arrêté sur l'autoroute 15. J'attendais d'embarquer sur la métropolitaine, chiffre de matin là où je travaillais à Montréal. Puis il y a quelqu'un qui dormait dans son auto. Il revenait de son chiffre de nuit à lui. Puis il s'est jamais arrêté. Il est rentré en arrière de moi là, à 70 km/h. Puis j'ai eu une hernie discale lombaire. Puis une Mhm. entorse cervicale qui m'a habité, qui m'a enseigné au fait. Là. Mon enseignement, je pense, c'était la douleur chronique. Puis Mhm. à quelque part, c'est la douleur qui m'a emmené vers la dépendance. Je cherchais à anesthésier la Ah ouais, douleur. ouais, Et ouais, ouais. j'aimais pas la pharmaceutique, ça me rendait comme quasiment légume. Tous les médicaments qu'ils me donnaient, là, c'était des puissants antidouleurs puis des antispasmodiques. Puis Mhm. je me reconnaissais plus. Donc j'ai comme arrêté ça, mais c'était pas mieux, je me suis auto-médicamenté Ouais, pour gérer la douleur. Ouais. ouais, c'est ça. Puis quand tu parles de finalement bon de dépendance, que ce soit, tu sais, on a vu avec la pandémie, bon entre autres que la consommation a augmenté beaucoup. On connaît la crise là, bon même si le cannabis ou autre a été légalisé au Canada et tout, mais on connaît bon la crise des opioïdes aussi dans les rues, bon et tout ça aussi qui fait vraiment des gros ravages très très inquiétants. En quoi je suis curieuse en quoi est-ce que l'hypnose ou l'auto-hypnose peut aider ou comment ça t'a aidé, toi, finalement, à réguler ce besoin de consommer? Mais il y avait la douleur physique, évidemment, là, qu'on peut Hmm. connaître, que beaucoup de personnes peuvent connaître. Puis une partie de la douleur, c'est en lien avec le fait que j'étais toujours tendu. J'avais toujours les muscles tendus de crainte de me faire mal à nouveau. Ah oui. Donc je me suis aperçu, à force de méditer, de plonger à l'intérieur de moi avec l'hypnose pour pouvoir transformer la douleur en bonheur, transformer tout ce qui était pris pour pouvoir me libérer. Mais je me suis aperçu que j'avais le périnée qui était toujours serré. J'étais Ah toujours oui. en train de Ouais, ouais, c'est vrai protéger. que sur ton bas du dos, tout ça, ça irradiait partout, ventre, dos. Tu avais sûrement des problèmes digestifs peut-être aussi Beaucoup. Ouais. ou respiratoires, tout ça aussi, parce que tout était... Ah, je comprends. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Donc, j'arrivais avec la méditation et l'auto-hypnose, les deux combinés ensemble. Moi, je les vois vraiment comme un beau partenariat. Mais je suis arrivé à aller jusqu'à l'intérieur de moi pour observer qu'est-ce qui était présent, puis c'était de la tension. Puis à force de relâcher, puis à travers la journée, envoyer ma conscience dans le périnée, dans le bas du dos, puis relâcher les muscles, mais j'ai permis au corps de commencer à se soigner par lui-même. Parce Mhm. que c'est pas, il y a personne à part le corps qui se soigne. T'sais, on peut penser là, que les médecins ils vont nous aider à rapprocher les morceaux, puis
certains médicaments qui peuvent aider, certaines vitamines, minéraux, etc. Mais ultimement... Ou des broches, des vis, là. Oui, c'est ça, rapprocher les morceaux ensemble. Des affaires, ouais, c'est ça. Puis toi, dans ton cas, t'as pas eu de chirurgie, t'as rien eu sur le plan anatomique là, qui a pu aider ta colonne vertébrale, rien. Non. Tu gères encore ça, finalement, ces problèmes-là, mais comme tu dis, de façon chronique, t'as appris, toi, à gérer l'intensité de la douleur, le signal finalement que le cerveau envoie de perception de la douleur. Hein. J'avais lu des recherches justement là-dessus, comment la méditation, entre autres, va pas enlever la douleur ou le mal, mais va permettre que notre gestion, les signaux qui bloquent, un peu comme le font les médicaments, les signaux qui bloquent la douleur, ben, se mettent en place pareil. C'est sûr, ça remplace pas ni la chirurgie, ni les médicaments quand c'est nécessaire, mais c'est des bonnes approches qui travaillent très, très puissamment. Oui, d'ailleurs, ils disent que la drogue la plus puissante pour antidouleur, c'est l'endorphine. Puis l'endorphine, on l'a créée à l'intérieur de nous. Ça a la même structure moléculaire que la morphine. Exactement, c'est incroyable. Puis quand tu penses que la plupart des gens, ben c'est sûr qu'on a confiance dans le corps médical et autres, mais la plupart des gens ils veulent une pilule tout de suite, veulent quelque chose de miracle, alors qu'il y a aussi une approche plus alternative, on va dire, ou complémentaire qu'on propose. Puis c'est proposé, tu sais, que ce soit en cardiologie, en cancérologie ou en fin de vie, malheureusement, c'est proposé quand même des alternatives en lien avec la musique. Hein, je sais que tu as un grand intérêt pour ça aussi, la musique, la méditation, l'art-thérapie ou des choses comme ça pour aider. Mais il y a une chose qui m'avait marqué d'ailleurs, c'était quand j'ai commencé à étudier la méditation, John Kabat-Zinn, puis la réduction du stress par la pleine conscience. Il avait commencé, lui, dans un hôpital, à enseigner les gens comment être plus présents à qu'est-ce qui se passait. Puis il y avait un monsieur qui était contraint à aller faire son cours. Ça ne tentait pas vraiment. Il était en chaise roulante, puis on l'amenait, puis il écoutait plus ou moins. Mais au fil des semaines qui venaient, ce monsieur-là, il était rendu assis droit dans sa chaise. À un moment donné, il arrivait avec une marchette. À un moment donné, il arrivait avec une canne. Puis à la fin, il était rendu avec un sourire. Puis à la fin du cours, après 8 semaines, on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la douleur est partie? Comment ça que vous étiez amorphe puis maintenant vous êtes réveillé? Il dit, la douleur est encore présente, mais j'ai changé ma relation avec elle. Je suis capable de l'observer de l'extérieur et de ne pas la laisser souffrir de cette expérience. Parce que douleur et souffrance, c'est deux choses. La douleur est présente, mais la souffrance, c'est une option. Ouais, exact. Puis tu sais, comme tu parles de pleine conscience, c'est vraiment ça. C'est qu'en accueillant, en étant vraiment pleinement présent dans le ressenti, puis dans le souffle, bon, généralement, hein, ça travaille en lien. Ben, ça se transforme. Ça veut pas dire que c'est plus là, mais ça se transforme. Puis ne serait-ce que 5, 10, 15 minutes, ben wow, tant mieux. Moi, j'ai des élèves j'en donne en ce moment de la méditation qui me témoignent que oui, j'ai mal, oui, j'ai une douleur, j'ai une blessure, un accident, quelque chose, mais un peu comme toi. Mais il y a par moments, ça disparaît. Puis oui, ça revient. Tu sais, on voudrait bien, mais c'est une question de gestion, comme tu dis, puis de perception, puis de transformation, c'est très subtil, hein, c'est très, très puissant. Mais même dans le ces langage, outils-là, même dans le langage, quand tu dis « j'ai mal », c'est comme si ça nous appartenait. Mais quand on dit « j'observe qu'il y a de la douleur dans mon bras », là, quand on l'observe, soudainement, on est séparé d'elle, puis on la regarde, on dit qu'elle est là-bas. Puis là, si c'est plus nous, puis je suis plus à l'intérieur d'elle, je suis capable de la modifier. Puis le but de l'hypnose, c'est beaucoup ça, la distanciation, se dissocier de la douleur, puis pouvoir jouer avec elle. La douleur est quelle couleur? Elle a quelle forme? Elle a quelle odeur? Elle sonne comment si elle avait un son? Puis est-ce que je peux modifier ces éléments-là? Fait que c'est la PNL aussi, mais c'est l'hypnose. Donc, on arrive à jouer avec notre perception de cette douleur-là. Puis si rouge, ça fait mal, est-ce que orange, jaune ou rose peut m'aider? Puis est-ce que je peux respirer cette couleur à l'intérieur de moi? OK, fait que ça travaille avec d'autres outils, bon, visualisation, comme tu dis. Puis bon, l'hypnose, ça travaille, bon, ben, ça travaille avec les ondes cérébrales, ça travaille donc, tu m'en parlais un petit peu aussi, ça travaille donc avec les fréquences, hein, les sons, les fréquences, mais les fréquences sont aussi dans nos ondes cérébrales, donc ça amène un état de relaxation ou méditation ou quasiment sommeil, là, les trans hypnotiques un peu plus profonds. Puis tu disais, tu travailles avec des ondes binaurales ou avec des sons qui aident, qui supportent ça aussi un petit peu, hein? Oui, parce qu'on peut mesurer, il y a plusieurs façons de définir l'hypnose, mais une façon, c'est en mesurant les ondes cérébrales, puis dans quel état de conscience qu'on se retrouve. Donc, un exemple qui est simple, là, c'est de demander maintenant à n'importe qui est en train d'écouter ce podcast, ce balado, de juste fixer un point qui est pas sur l'écran, puis de juste ouvrir au champ périphérique, puis de tomber dans la lune un peu.
Puis quand on tombe dans la Lune, soudainement, on est capable de voir et ressentir des choses qui sont pas nécessairement présentes. Et aussitôt qu'on tombe dans la Lune comme ça, ben on descend de l'onde cérébrale bêta, qui est tous les jours conscience, logique, l'état de veille, ouais, c'est ça. Puis on descend, ça ralentit, le cerveau, il descend en alpha, aussitôt qu'on est qu'on tombe dans la Lune. Puis on peut créer et générer ces états de conscience-là par nous-mêmes. Parce que une chose que, tu sais, souvent l'hypnose fait peur. Les gens, ils se disent, je veux pas perdre contrôle, je veux pas aller sur scène faire de la poule comme on ouais, on pense le spectacle, ouais, c'est ça. Mais au fait, il y a de plus en plus de personnes qui sont de l'opinion et de la théorie que c'est toujours de l'auto-hypnose. Il y a jamais qui que ce soit qui peut avoir contrôle de toi sans ta permission. Donc, il y a toujours une permission qui se donne. Puis des fois, cette permission-là, on la donne à la douleur, on la donne à l'anxiété, on la donne à quelque chose à l'extérieur de nous. Un événement aussi marquant ou autre, ouais, c'est ça, effectivement. Il y en a, ça va être la nourriture. Bon, tu parlais de l'alcool, mais ça va être la nourriture, ça va être bon les allergies. Je t'avais déjà vu travailler en lien avec des allergies ou des choses comme ça. Donc l'hypnose, elle a vraiment un très large spectre, si on peut dire, d'interaction pour aider les gens. Puis de là, donc toi, comme ça t'a aidé sur ton parcours, tu as eu vraiment envie, bon, et de l'étudier, puis de le transmettre. On s'est connus aussi à l'époque où j'avais des salles que tu avais utilisées aussi un petit peu pour rencontrer des gens en hypnose, en accompagnement. Puis là maintenant, tu as sûrement développé d'autres outils depuis. Tu as sûrement, comment dire, continué à progresser vers d'autres avenues ou des petits détours qui sont toujours reliés, en fait, là? Oui, définitif. Mais une chose que je me suis aperçu, c'est qu'au départ, il y avait cette impression-là que c'était moi qui soignais les gens. Il y avait ce poids-là que je portais, que c'était moi qui étais responsable de leur mieux-être. Puis quand ils venaient me voir, c'était à moi d'être bon pour pouvoir les aider à enlever leur mal et tout ça. Donc, je prenais la charge. Ah et, ça te pesait, là. Ouais. Ouais, c'était très pesant, puis c'était épuisant. Puis au fait, ça pesait sur mon mal de dos. Et je me suis aperçu que l'enseignement est plus grand que juste je suis capable de gérer qu'est-ce que je ressens puis qu'est-ce que je perçois. Mais c'est aussi, je suis capable d'aider les gens à devenir responsables de leur état d'être puis de leur conscience. Donc, c'est rapidement, pour moi, devenu, en tout cas dans mon esprit, un enseignement, l'hypnose. Et quand je rencontre les gens, au départ, c'est un enseignement d'auto-hypnose. Et je les accompagne pour qu'ils comprennent c'est quoi leur puissance. Et qu'ils soient autonomes, autonomes aussi, en quelque sorte. Oui, c'est des beaux outils qu'on donne aux gens, tu sais, autosuffisants, en quelque part, pour ça qu'on parle d'auto-hypnose, mais de travailler exactement au quotidien même, tu sais, parce que c'est pas juste en rencontrant un thérapeute, le meilleur thérapeute soit-il, tu sais, c'est tout le travail qu'on fait avant et après et pendant la semaine, et tu sais, puis qui va vraiment faire un gros changement. Tu sais, la pleine conscience, c'est ça aussi, c'est vous lever au coucher, c'est un art de vivre, là, c'est vraiment intéressant. Puis le Reiki, ben, c'est ça, comme tu en parles, moi-même, je l'ai découvert au moment où je commençais à accompagner des gens en privé, justement. Et là, ça m'effrayait un peu parce que du 1 à 1, ben effectivement, je étant quelqu'un de très sensible aussi, j'absorbais trop là les choses intenses que si les gens viennent en privé, c'est parce que justement ils peuvent pas venir en groupe parce que pour telle raison de santé ou autre. Et là, je me trouvais démunie un peu. Je n'avais pas assez d'outils, je trouvais, pour être ancrée, me protéger de cette intensité-là émotionnelle ou physique que les gens me projetaient. Et quand j'ai commencé le Reiki, ça a été assez rapide, que ça m'a tellement aidé que ça a comme déboulé aussi. J'ai eu le goût d'approfondir en termes de soins énergétiques ou des choses comme ça. Alors, c'est sûr que là aussi, je suis d'accord avec toi quand tu parles que c'est intéressant en groupe parce qu'on a besoin de reconnecter les uns les autres, là, tu sais, autant thérapeutes que clients ou autres. Puis c'est intéressant de faire des partages. Je sais que tu fais des partages, tu fais des séances de groupe pour transmettre du bien-être et transmettre des outils simples qui vont aider. Hein? C'est ça que tu fais en ce moment. Ouais, ben moi c'est comme tu dis là, c'est de donner les outils aux gens, non seulement de se reconnecter en groupe et avec les personnes qui sont semblables, qui se sentent moins seules, mais aussi de se reconnecter avec eux-mêmes. Parce qu'il y a une chose que je me suis aperçu, c'est vraiment dans la perception qu'on a de qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on a notre plus grand pouvoir. Puis même que j'ai l'impression qu'on a juste 2 pouvoirs dans la vie, c'est comment on réagit à la vie, qu'est-ce qu'on fait, nos actions, mais comment qu'on perçoit aussi qu'est-ce qui se passe. Donc, on peut pas changer le passé, mais on peut définitivement changer la perception qu'on a d'elle. Donc, comme on disait, l'accident d'auto, ton cadeau, tu sais, le cadeau mal emballé,
Mon accident d'auto pendant longtemps, c'était un calvaire pour moi, puis ça m'a donné un mal de dos, puis ce mal de dos-là, il me pesait dans la vie, puis c'était donc effrayant, puis c'est à cause de ça que je bois, puis c'est à cause de ça que j'ai mal, puis c'est à cause de ça que je peux pas faire X, Y, Z. Puis plus que je parlais de cette histoire-là, mais plus que je la nourrissais, puis plus elle était présente pour moi. Et quand j'ai commencé à observer quel cadeau que ça m'a donné, quel apprentissage ça m'amenait, c'était quoi le sens caché de tout ça, dans la symbolique, parce que moi, l'hypnose, c'est beaucoup le symbolisme, c'est beaucoup les archétypes, c'est beaucoup l'inconscient, les rêves. Et c'était quoi le sens caché d'avoir mal dans le bas du dos? Mais quand j'ai commencé à étudier ça, c'était le poids du monde, les poids de la responsabilité. Donc, ça, c'était le cou aussi, le cou et le bas, aussi, ouais. Tu disais, ouais, aussi, ouais. Fait qu'il y avait une chose de, je regardais pas, j'arrivais plus à voir ce qui était autour de moi, parce que j'arrivais pas à bouger la tête aussi bien. Ah, ouais. Puis j'avais toujours mal dans le bas du dos, qui était la responsabilité que je portais. Et quand je redonnais cette responsabilité-là aux gens, puis quand je prenais mon autonomie, ma souveraineté, mon mieux-être dans mes mains, puis je fermais, si on veut, mon cercle de qu'est-ce qui rentre, tout en restant connecté à l'univers, connecté à ma source, puis de laisser aller qu'est-ce qui est pas à moi, puis me remplir de ce qui me fait du bien. Puis toutes ces perceptions-là faisaient en sorte que je pouvais rester souverain à l'intérieur de ma bulle d'énergie, si on veut. Puis d'être capable d'aider les gens à reconnecter avec leur source. Ouais. Parce que l'imagerie que j'avais, c'était que je voyais plein de verres vides puis tout le monde avait soif. Moi, j'étais un guichet d'eau. C'est aussi un peu, il y a un processus, c'est comme un deuil aussi, il y a un processus de guérison, on va dire, parce que il y a des gens que ça effraie un peu qu'on dise ça, que c'est un cadeau, là, tu sais, oui, le cancer, oui, la mort, oui, ça, tu sais, c'est intense, les gens, comment ça, c'est un cadeau? Puis je peux comprendre, moi aussi, bon, j'ai vécu des choses intenses, sur le coup, tu le vois pas du tout, le cadeau, puis tu veux pas le voir, puis tu vis la colère, tu vis le rejet, tu vis, le déni, tu vis toutes ces épreuves-là, puis tu chemines dans ce deuil-là, mais tu sais, c'est un deuil, c'est pas forcément la mort, un deuil, ça peut être justement un peu comme toi, j'imagine, le travail, une bonne colonne vertébrale, tu sais, tout est amène un deuil de quelque chose à faire, donc c'est pas instantané, là, tu sais, il y a vraiment un long processus, puis dans les livres, on peut bien dire, bon, ça prend 2 ans, ça peut prendre plus que 2 ans, hein, tu sais, un deuil à faire de quelque chose, ça peut être beaucoup plus long, puis pas que les gens se méprennent non plus, que c'est pas magique, là, il y en a pas de recette magique, tu sais, c'est de la patience, de la persévérance, là aussi, c'est comme tu dis, c'est de l'amour de soi qu'on développe, c'est du pardon envers soi aussi. Des fois, on s'en veut nous-mêmes, tu sais. J'imagine que tu as vécu de la colère aussi, de dire qu'est-ce que je faisais là, ou de la colère après l'autre conducteur qui t'a rentré dedans. C'est sûr que c'est vraiment un processus qui peut être lent et long. Puis on est dans l'instantané, tu sais, des fois on veut trop, puis des fois nous aussi, là, on veut trop des solutions instantanées à quelque chose qui se passe, mais c'est pas magique non plus. Tu sais, c'est clair que c'est un processus, puis ça prend de l'accompagnement, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, ça prend des gens qui ont cheminé, puis qui peuvent soutenir et aider et accompagner. Fait que c'est vraiment intéressant. Parce que mon accident il a 26 ans, puis j'en ai 49 aujourd'hui. Puis l'hypnose, ça fait 13 ans que c'est dans ma vie, donc c'est à mi-chemin entre les deux, là, à peu près, là. Puis cet accompagnement-là, ce processus d'acceptation, ça a duré comme plus qu'une décennie, là, avant que vraiment je m'affranchisse, puis je commence à travailler dans la direction que je capte, pour percevoir que je suis capable d'aller mieux aussi. Faut vouloir aller mieux, faut pas juste être dans l'acceptation de je vais pas bien, puis ça va rester comme ça. Donc, il y a eu cette acceptation-là de ce qui s'est passé suite au refus, au déni et tout ça, la colère. Une fois que l'acceptation, elle arrive, moi, je vois ça un peu comme, OK, là, je suis ici. Et dans quelle direction je veux aller? Par où je veux m'en aller? Mon inconscient, c'est un GPS. Je peux lui donner une adresse pour dire, je veux me rendre à tel endroit. Mais si j'accepte pas où est-ce que je commence, je vais jamais trouver le chemin pour me rendre où est-ce que je veux aller. C'est ça, le point de départ, c'est ça, exact. Ça me rappelle, j'ai travaillé avec des gens très lourdement handicapés, à faire un yoga très adapté, sur fauteuil et autres. Puis il y avait par exemple un petit monsieur, son fauteuil, lui, il le déplaçait avec son menton, là, tu sais, c'est ça, il n'y avait pas grand-chose qui bougeait à part sa tête pour déplacer. Mais il venait pour le bien-être mental que ça lui procurait. Puis à un moment donné, j'ai un petit monsieur qui me dit, les gens, ils étaient contents de me parler à la fin du petit cours. Il me dit, écoutez,
j'ai parlé avec ma fille là que je faisais de la méditation, du yoga avec vous, puis on en a jasé longtemps, puis elle a décidé de s'y mettre elle aussi dans son petit coin à elle. Elle était pas dans l'hôpital en question, puis ça va l'aider pour arrêter de fumer. Il était tellement content de me témoigner que son expérience aidait sa fille, tu sais. Alors je me dis, tu sais, c'est qu'on rayonne. Je sais que t'es parent toi aussi de trois grands enfants. On rayonne aussi, ne serait-ce que dans notre environnement proche, parce que tout ce qu'on vit, ben ça se répercute sur la famille, hein, c'est sûr. Puis on rayonne après sur les gens qu'on accompagne, les groupes ou les individus, tu sais. Fait que moi je trouve ça vraiment merveilleux. Moi, j'aime ça qu'ils disent le mot rayonner parce que souvent on parle de la conscience comme étant dans l'image comme une lumière ou comme un feu intérieur. Puis moi j'ai souvent cette image-là d'une chandelle qui brûle dans la noirceur, qui est allumée, qui éclaire. Puis les personnes qui viennent avec leur chandelle, qui sont éteintes, puis se déposent dans ta flamme, là, ils attrapent leur propre flamme puis ils s'en vont éclairer ailleurs. Mais toi, ça t'a pas diminué ta lumière. Exact. Ta flamme a continué à briller, mais t'as éclairé, t'as contribué à éclairer. Fait que ce monsieur-là, il est venu allumer sa chandelle à ta conscience, à ta lumière. Puis après ça, celle de sa fille. Puis tu sais, c'est ça, exactement. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, ben c'est vraiment super. Je te remercie vraiment de ta générosité puis de ton beau témoignage. Alors, bon ben, écoute, au plaisir de se revoir, de se reparler, puis on va mettre bien sûr en dessous de tout ça, audio et vidéo, les endroits pour te rejoindre, ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur toi. Merci beaucoup, Joey. Merci Gaëlle. Passez une bonne journée. Au revoir. Bye. Alors, Joey, merci beaucoup de ton invitation. On s'est parlé de ça. Je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant de faire des rencontres, donc soit les week-ends, un petit 2-3 heures, j'imagine, ou une soirée, une rencontre pour partager aux thérapeutes, aux gens qui accompagnent, des outils pour eux-mêmes, hein, pas pour transmettre en tant que tel à leurs clients, mais pour eux-mêmes, pour se faire du bien, se protéger, s'ancrer. En lien un petit peu avec le Reiki, mais sûrement d'autres techniques aussi. Est-ce que tu veux m'expliquer, toi, comment tu vois ça aussi un peu? Certainement. Moi, c'est une chose que je me suis aperçu quand j'accompagnais les gens en solitaire, là, en 1-1, c'est qu'il y avait beaucoup de gens très sensibles, très empathiques, hyper sensibles même, qui prenaient la charge de leurs clients. Et c'était des massothérapeutes, c'était des gens en relation d'aide qui savaient pas quoi faire quand... Des fois, on a de la difficulté avec la douleur de quelqu'un d'autre, puis on veut prendre la douleur de l'autre. Mais quand on fait ça, quand on regarde dans le domaine plus spirituel, c'est comme si on prenait le karma de cette personne-là. Donc, ça nous pesait à nous, leur charge. Donc, comment faire pour rester, pas stoïque, on reste quand même bienveillant, puis on reste dans l'empathie, mais on reste quand même séparé. On garde cette protection pour dire, ça lui appartient, c'est ce qu'il est en train de vivre, mais moi, je peux être l'observateur de ça, puis je peux l'aider, cette personne-là, à reconnecter avec sa source, avec ses capacités, avec ses responsabilités, sans nécessairement prendre la charge. Mais c'est un enseignement, ça. Tu sais, il y a une perception à avoir, il y a une pratique aussi, comme tu dis, dans le Reiki, il y a certains protocoles, des techniques qu'on peut adopter, puis qu'on peut créer, qu'on peut mettre dans notre quotidien, dans notre pratique. Et de plus en plus, c'est ce que je veux faire, c'est offrir des espaces pour les thérapeutes, les relations d'aide, les personnes qui accompagnent d'autres personnes, et leur enseigner à eux comment faire pour rester là-dedans, parce que sinon, on finit par se rendre avec une fatigue compassionnelle. On finit par ne plus être capable de donner. Exact, et c'est tellement important qu'on ait des personnes outillées pour continuer à donner parce que l'appel est là. Hein. C'est comme si on n'avait pas le choix. Oh, et les besoins sont énormes. Puis comme on le sait, bon, le réseau officiel, psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés ou autres, et orthopédagogues, peu importe à tous les âges, là, il est tellement contraint et limité, puis sous pression que les gens se tournent vers d'autres alternatives, d'autres branches thérapeutiques et autres. Puis je suis contente que tu proposes ça parce que c'est vraiment ce que je sentais moi aussi. Puis qu'il y avait un besoin dans mes collègues, dans mon entourage, que des gens même débutants ou des gens qui travaillent même depuis bon nombre d'années, des fois on est comme comme tu dis, il y a un épuisement, parce que c'est sûr que la société change aussi depuis que nous on a commencé, il y a des changements, c'est sûr. Et cette charge là, ben c'est un travail constant, tu sais, de retravailler dessus puis d'avoir des outils. Puis moi je le vois un peu sous forme de partage aussi, tu sais, pas juste deux personnes
personnes qui vont enseigner des techniques, mais un partage, un cercle d'échange et de partage de ce que chaque thérapeute ou chaque accompagnant peut vivre. Hein. Oui, définitivement. Parce que c'est vraiment créer un espace sécuritaire dans lequel on peut être reçu, on peut être entendu, on peut être vu pour qui on est. Là, on se sent, ok, je suis pas tout seul, je suis capable de déposer certains trucs. Ouais. Tu dis, c'est un échange, puis c'est tellement vrai, Gaëlle, parce que moi, je reçois à chaque fois que je donne. Ben à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, j'ai un enseignement. Puis des fois, il y a des paroles qui sortent de ma bouche. Puis je me dis, c'était-tu pour moi ça? Ou c'était pour le client devant moi? Oui, c'est ça. Ou des fois, tu sais, on pense, on a telle problématique nous-mêmes, puis comme de fait, les gens qu'on côtoie cette semaine-là, ils nous amènent des ressources pour nous aider sur notre petite problématique aussi. Fait que ça va me faire plaisir. On va regarder, on va mettre une date en place dans pas long pour lancer ça, pas juste dans l'univers, mais lancer ça pour vrai, en présentiel, sur la rive nord de Montréal. Ce sera peut-être une rencontre ponctuelle, mais ça sera peut-être aussi récurrent, quelque chose où on va pouvoir revenir régulièrement puis s'entraider pour partager des ressources. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Alors à très bientôt. Merci. Merci, bye bye. Bye bye.